Comment faciliter l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans vos métiers d'accompagnement des personnes âgées? C'est ce que nous allons voir avec Pascal Ségaud, que j'invite à monter sur scène. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'établissement L'Hostal du Lac dans l'Hérault, un établissement tridimensionnel, je dirais, EHPAD, SIAD et EEPA, c'est-à-dire qui accueille des personnes handicapées mentales vieillissantes. Ce sujet de l'équilibre vie pro, vie perso est un sujet qui vous tient à cœur et vous avez mis en place des mesures très concrètes au sein de votre établissement pour justement la faciliter, avec des résultats positifs, diminution du turnover, diminution des accidents de travail et également diminution des CDD de courte durée. Pascal, quelle est votre recette? Merci Pierre. Alors juste avant de vous répondre, je vais quand même remercier Annabelle de m'avoir fait confiance. Merci Président aussi de m'avoir fait confiance. Et puis je voudrais saluer notre directrice départementale de l'Hérault, Elsa, qui m'a dit « Tu ne fais pas honte au département de l'Hérault ». Je vais essayer de ne pas faire honte au département de l'Hérault. Et Pierre, donc juste avant de répondre à votre question, je vous propose que l'on se demande pourquoi est-ce que c'est un sujet pour nous, en tant que responsable d'établissement qui accueille des personnes âgées, responsables d'établissement ou de service. Alors tout d'abord parce que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est un des 6 facteurs clés de la QVT selon l'ANACT en 2007. Pourquoi 2007? Vous devez vous en rappeler, 2007-2008, vague de suicides chez Renault, chez France Télécom. J'ai envie de vous dire, la France se réveille et c'est après cela que la loi Rebsamen va mettre en place dans la NAO des négociations obligatoires autour de la QVT. Donc, au-delà du fait que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va s'imposer à toutes les structures privées qui accueillent plus de 50 salariés. Ensuite, pour 85% des jeunes diplômés, le bien-être au travail, c'est la priorité numéro 1 selon la dernière enquête BVA de 2022. On était à 59% en 2018. Ça évolue, et ça évolue très vite. Et ces jeunes-là, eh bien, ils composeront 30% de notre effectif d'ici une dizaine d'années. Donc là aussi, on n'a pas le choix, il faut y aller. Un salarié qui est bien dans son travail est 6 fois moins absent, on le sait, on a tous des problématiques d'absentéisme majeur. Il est 9 fois plus loyal, ça c'est intéressant aussi sur les notions de turnover, on le verra tout à l'heure. Et surtout, il est 31% plus productif, tout en sachant que la productivité pour nous, c'est la qualité du service rendu aux personnes. Alors, est-ce que l'on peut, pour le coup, satisfaire tous nos professionnels? C'est une question que l'on va tenter de se poser. Là, vous avez un panel de 6 professionnels, vous pouvez le voir, ce sont des professionnels très différents, qui ont des âges différents, qui appartiennent donc à des générations différentes et qui occupent des métiers différents. Cette question, peut-on satisfaire tous les professionnels? On se la pose en équipe de direction. Vous verrez que la notion de projet managérial est essentielle, c'est même la base. Pour y répondre, on s'appuie à l'EHPAD de l'Hostal du Lac sur 2 théories. La première, vous allez le voir, vous la connaissez toutes par cœur et on va y passer assez rapidement, c'est la pyramide de Maslow. Vous la connaissez? C'est-à-dire que lorsque l'on se situe dans un palier de cette pyramide-là, pour passer au palier supérieur, il faut compenser la majorité des besoins du palier en question. Ce qu'il peut être intéressant, c'est d'adapter cette pyramide aux besoins et au monde du travail. C'est ce que j'ai tenté de faire ici en prenant des exemples de ce que l'on met en place au sein de l'Hostal du Lac, de l'EHPAD, pour compenser par exemple les besoins physiologiques des professionnels. Je vous propose de vous concentrer sur donc, les besoins physiologiques, la première partie ici uniquement. On peut y contribuer à la compensation de ces besoins physiologiques en travaillant sur les notions d'horaire, sur les notions de rythme dans le travail, en travaillant sur les notions de charge de travail, sur les facteurs environnementaux, sur les gestes et postures. Et ensuite, on travaille sur l'échelon supérieur, sur tout ce qui est lié à la sécurité. J'ai mis le CDI, pourquoi, dans l'échelon supérieur? Parce que, pour la majorité des salariés aujourd'hui présents, le CDI est encore la règle pour se sentir en sécurité. Je dis « est encore » parce que c'est quelque chose qui évolue avec l'arrivée des nouvelles générations. Et on le voit, on a des postes vacants dans nos structures
Certains de ces postes-là sont pourvus par des CDD qui ne veulent pas être en CDI ou par des intérimaires, on le sait, mais ce n'est pas encore la majorité de nos postes. Dans leur rapport à leur travail, la majorité des générations présentes ont besoin d'être en CDI. Bien entendu, ils ont besoin, nos professionnels, d'un salaire qui leur permette de vivre, même si ce n'est plus aujourd'hui la chose la plus importante, on va le voir aussi. Et surtout, dans la dimension sécurité, qui fait, à mon niveau, partie vraiment de la base, il y a toute l'organisation que met en place l'équipe de direction, c'est-à-dire l'organigramme, les procédures, les fiches de fonction, tout ce que je nomme le non négociable. Le non négociable, on l'a vu hier, on en a entendu parler, c'est ce qui permet ensuite de donner de la latitude aux professionnels, de permettre aux professionnels, pour le coup, d'exprimer leur créativité. Mais ceci, ça doit s'exprimer dans un cadre qui est très clairement posé et très fermement posé par l'équipe de direction. Et seulement ensuite, on peut passer au palier supérieur, c'est-à-dire on va tenter de compenser les besoins sociaux. C'est à ce niveau-là que se travaille la question du climat social avec les équipes. En régulant, par exemple, tous les conflits, on a mis en place une procédure de gestion des conflits, par exemple, que l'on active à chaque fois qu'il y a une tension qui arrive dans la structure. Et c'est sur ces aspects-là aussi que l'on travaille le sentiment d'appartenance à l'établissement. Et ensuite, on va tenter de compenser ce fameux besoin d'estime par le regard que l'on porte sur les professionnels, on va en parler tout à l'heure, par l'expression de la confiance aux professionnels, c'est quelque chose qui est important, les fameux feedbacks, même s'ils sont aussi négatifs, c'est également quelque chose qui est essentiel. Et enfin, on tente d'atteindre avec nos professionnels ce sentiment d'accomplissement en leur exprimant toute la confiance que l'on a en eux, en leur laissant de la latitude dans l'exercice de leur travail. Ça, c'est essentiel, la notion de la latitude. Je vais vous renvoyer aux travaux, je n'ai pas pu en parler là parce que ça aurait été trop long, mais Delton Mayo, en 1964, qui déjà en parlait pour justement contrecarrer l'organisation scientifique du travail. Dès lors que l'on va laisser de la latitude aux professionnels dans l'exercice de leur travail, ils vont tout simplement se sentir mieux. Quand je parle de latitude, c'est une vraie latitude, même dans l'organisation des pauses, par exemple. Vous voyez ? Et ensuite, on octroie à tous les professionnels le droit à l'erreur. Bien entendu, on est plus à l'aise avec des professionnels qui prennent des initiatives et qui donc se plantent qu'avec des professionnels qui ont peur de prendre des responsabilités. Notre recherche ultime, c'est d'avoir un établissement qui fonctionne même lorsque l'équipe de direction n'y est pas. Ça passe par là. Alors cette pyramide, en effet, elle s'inverse. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des nouvelles générations, avec le nouveau rapport au travail que l'on a depuis la crise sanitaire notamment, on se rend compte que certains jeunes qui arrivent ne vont pas forcément d'abord rechercher, le CDI ou le salaire, mais vont plutôt s'inscrire dans une recherche d'appartenance à un groupe ou à un collectif, par exemple. Donc on est vraiment dans quelque chose actuellement qui est très changeant, même si je vous renvoie à la revue de ce mois-ci de la Harvard Business Review, qui refait un topo sur la pyramide de Maslow et rappelle toute l'importance, pour le coup, de ce schéma-là, qui est toujours le schéma, j'y reviens, majoritaire dans nos structures. Donc ça, c'est la première base sur laquelle on s'appuie, une base théorique qui, selon nous, fonctionne toujours. La seconde base, c'est le rapport au travail en fonction des générations. Vous connaissez ça aussi. Alors, il y a donc les générations X, ce sont les collègues qui sont nés entre 61 et 79, la majorité des collègues présents ici, je crois, même si j'ai vu des boomers aussi, je n'en ai pas parlé, mais... La génération Y, née entre 1980 et 99, chez nous c'est 50% de l'effectif, et c'est la génération qui est le plus attachée à l'équilibre vie pro, vie perso, à l'heure actuelle. Et ensuite, la génération 2.0 qui commence à arriver. Là, c'est une photo de Nico, qui est un AES qui est très, très sympa. Voilà, c'est 4% de l'effectif à l'heure actuelle. Dans une dizaine d'années, ce sera 30% de notre effectif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces générations, elles ont des forces, elles ont des faiblesses, elles ont des attentes et des craintes qui, pour le coup, à certains moments, s'opposent. Pour la génération X, alors, je ne veux vexer personne, ce ne sont pas que des généralités, mais on ne retrouve pas ça chez tout le monde, bien entendu. Là, on est sur une base théorique qui a été reprise par Gaël Châtelain-Berry, que vous devez connaître si vous êtes sur LinkedIn, et qui l'a réactualisé pour le coup. On a en effet une génération qui a un sens de la hiérarchie selon une perception classique de la hiérarchie plutôt pyramidale, par exemple. L'on ne retrouve pas du tout ça chez la génération 2.0 qui rejette le modèle actuel de l'entreprise.
Chez cette génération-là, 19% seulement ambitionnent des évolutions professionnelles. 11% seulement souhaitent travailler dans une grande entreprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Jusqu'alors, on était quand même plutôt fiers de dire que l'on travaillait pour une grosse boîte, voire on souhaitait travailler pour une grosse boîte. C'est quelque chose, en effet, qui change totalement. Chez la génération Y, on a une génération qui se veut plus autonome. On a une génération, on s'en rend compte, qui questionne davantage le positionnement hiérarchique. On a en fait une génération qui a peur de s'ennuyer au travail. C'est la génération qui est, à l'heure actuelle, la plus attachée aux valeurs. La crainte majeure de notre génération X, c'est le chômage. Ça, on le sait. La crainte majeure de notre génération 2.0, c'est la panne généralisée d'Internet. Eh oui. Alors, c'est important à prendre en compte, je vais vous dire pourquoi. J'en peux plus, moi, des professionnels qui sont de longue sur leur portable. Et oui, j'appartiens à la génération X. J'en peux plus. Sauf que, et pendant les transmissions, ils y sont. Hein. On fait des transmissions extrêmement importantes, on le sait, sur les résidents, c'est un temps essentiel de coordination, mais sur le portable. Je les ai menacés de mettre des brouilleurs d'ondes dans l'établissement. Voilà, je les ai menacés. Mais j'irai pas plus loin, pourquoi ? Parce que c'est cette génération-là qui va venir travailler chez moi dans les années qui viennent. Si je mets des brouilleurs d'ondes, ben, ils ne viendront pas travailler, on est d'accord ? Donc c'est des aspects sur lesquels on doit obligatoirement travailler de notre place de directeur responsable de service pour justement attirer ces nouvelles générations. C'est la question de l'attractivité de nos métiers qui ici se pose. Il manque 4%, vous le voyez dans mes totaux, c'est la fameuse génération des boomers qui partent à la retraite. Alors, pour justement réussir à concilier donc, les attentes des différentes générations et les attentes en fonction de la pyramide de Maslow, on prend également en compte les attentes différentes de chaque professionnel, c'est-à-dire que l'on individualise comme on individualise pour les personnes que l'on accompagne. Pour ce faire, on a des entretiens pro tous les ans. Volontairement, on les fait tous les ans, hein, les entretiens pro. Et à ce moment-là, on les re-questionne sur leur rapport au travail, sur les jours de congé qu'ils souhaiteraient, sur les formations qu'ils souhaiteraient, sur la place qu'ils souhaiteraient prendre dans l'établissement, sur la latitude dont ils ont besoin pour se sentir bien dans leur travail. Et vous le verrez, ces attentes, elles sont très différentes. Pour Adj, donc, c'est notre IDEC. Il est génial aussi, d'ailleurs, comme les 3 quarts des professionnels de la structure, j'ai beaucoup de chance. Il ne veut jamais travailler le mercredi. Vous connaissez ça? C'est assez classique. Eh bien, vous le verrez, pas tant que ça, tout compte fait. Il ne veut jamais travailler le mercredi et il veut être en repos le lundi après un week-end travaillé parce que Hadj, pour le coup, il est fatigué après le week-end, c'est normal, il fait 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche. Il est cuit. Donc dans son planning, il me dit, s'il vous plaît, ne jamais travailler le lundi. C'est bateau, hein? C'est bateau, hein? On est en fait sur le premier échelon de la pyramide de Maslow, la nécessité de pouvoir récupérer physiquement du travail que l'on a effectué. Donc obligatoirement, c'est une base de ne pas faire travailler Hadj le lundi lorsqu'il a travaillé le week-end. Vanessa, génération Y, elle a d'autres attentes. Vanessa, elle veut travailler en 10 heures ou en 12 heures. C'est classique, vous le connaissez aussi, je sais que beaucoup d'organisations se sont mises aux 10 heures. Elle veut avoir 2 jours de repos fixe. Les jours de repos fixe, ce sont des jours qui sont octroyés aux personnes qui travaillent le week-end. C'est le jour où ces personnes-là ne travailleront jamais. Donc les personnes le choisissent chez nous. Ils en ont tous un, mais Vanessa, elle en veut 2. Elle ne veut pas effectuer que des soins, on en a parlé hier aussi, c'est un aspect que l'on rencontre très souvent chez nos professionnels. Ils veulent, dans leur quête de sens, et c'est le cas de Vanessa, établir une relation sociale, affective ou éducative avec les résidents. Fatima, c'est notre maîtresse de maison. Elle ne veut jamais travailler le mardi, tout simplement parce que c'est le jour de repos de son mari. Donc pour elle, c'est essentiel justement pour ce fameux équilibre vie pro-vie perso. Elle veut effectuer des journées plus longues pour avoir davantage de repos, mais elle ne peut pas forcément faire que des 10 heures ou que des 12 heures parce que ça la fatiguerait, Fatima, ce n'est pas son rythme. Et Fatima, elle veut pouvoir organiser mon travail tel que je l'entends, là je la cite, c'est notre déléguée du personnel, elle a un sacré caractère.
Et en effet, elle vous le dit de cette façon-là, je veux organiser mon travail tel que je l'entends, la fameuse question de la latitude. Fatima, vu qu'elle travaillait extrêmement bien, ce serait dommage qu'elle parte parce que je ne lui permettrai pas. Vous voyez? Donc c'est vraiment un aspect à prendre en compte. Ces trois professionnels, ils ont un rapport au travail différent. En effet, Hadj, il a été embauché en 2019 comme IDEC. Sa rémunération, elle est essentielle pour répondre aux besoins de sa famille parce que c'est le seul membre de sa famille qui travaille. Il cherche un équilibre pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Ça c'est à prendre en compte donc, dans son rapport au travail. Il a une forte employabilité. Pourquoi? Déjà, on le sait, c'est un IDE. Les IDE, je veux dire, ils claquent des doigts, ils trouvent du travail. Les IDE, ils claquent du doigt, ils négocient leur salaire. On le sait à l'heure actuelle. Et de surcroît, Hadj, c'est un médecin malgache. Il a eu une reconnaissance d'IDE et actuellement il est en train de travailler sur sa reconnaissance en tant que médecin pour pouvoir exercer en tant que médecin co. Donc très clairement, Hadj, pour le coup, il a une employabilité extrêmement forte, mais il reste à l'heure actuelle au sein de l'EHPAD parce que ses conditions de travail sont compatibles avec sa vie perso. Donc il a trouvé un équilibre, Hadj. Je le paye moins bien que certains concurrents qui ont d'ailleurs essayé de me le piquer, pour le coup, ce que je peux comprendre. Mais néanmoins, non, grâce pour le coup à son planning et à la latitude aussi qu'on lui laisse dans l'organisation de son travail, il reste. Vanessa, son rapport au travail, il est différent. Elle recherche un équilibre pour avoir du temps libre. Elle a besoin d'exprimer son niveau de compétence. Son sentiment d'appartenance, il est exprimé, elle le dit. Ça, c'est une question qu'on leur pose chaque année à tous, pour le coup, la question du sentiment d'appartenance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle reste à l'EHPAD. En fait, son employabilité est atténuée justement par les conditions de travail auxquelles elle aspire. Là aussi, avoir 2 jours de repos fixe, je sais qu'elle aura du mal à trouver ça dans d'autres établissements à l'heure actuelle, même si c'est quelque chose qui progresse quand même très vite et il va falloir que je trouve d'autres idées pour la garder, Vanessa. Mais en effet, à l'heure actuelle, j'ai la chance de la garder grâce aux conditions de travail que je lui propose. Fatima, elle, son sentiment d'appartenance à l'EHPAD, il est très fort. Elle a été embauchée en 2009, c'était l'année d'ouverture de la structure, donc elle y a participé. Son besoin de reconnaissance, il est important, mais au sens pyramidal du terme. Elle fait partie de cette génération, Fatima, qui ont besoin que le directeur ou la chef de service ou leur responsable, leur N+1, leur disent « c'est bien ». Ils sont très attachés à ça, ils sont très attachés aux remarques et au feedback que vont leur faire leurs supérieurs. Son besoin de stabilité et de sécurité, il est fort. Fatima, elle a eu des propositions d'aller travailler ailleurs avec des conditions pas forcément plus intéressantes, mais un niveau de salaire plus intéressant. Elle n'y est pas allée parce qu'elle a peur de la période d'essai. Elle fait partie des professionnels qui ont peur d'être au chômage. Pour le coup, vous savez, la fameuse, ce que l'on voyait dans le schéma pour le coup précédent. Son employabilité, elle est moins élevée aussi à Fatima que celle des collègues, parce que pour le coup, son potentiel, il est ultra adapté à l'EHPAD. On l'a vu tout à l'heure, elle a dit, Fatima, je veux travailler tel que je l'entends. Vous le lui permettez, pour le coup, de travailler tel qu'elle l'entend. Eh bien, tout compte fait, c'est une maîtresse de maison taillée sur mesure pour l'EHPAD au sein duquel elle travaille. Donc, conséquemment, avec la résistance au changement que nous lui connaissons et la peur du changement que nous lui connaissons, elle a tout compte fait un niveau d'employabilité moins élevé que ses collègues. Alors aujourd'hui, il faut que l'on arrive à conjuguer les 2 bases dont je vous ai parlé et les attentes individuelles de chaque professionnel. Ça passe par la définition du projet managérial. Pour nous, c'est notre base. Le projet managérial, c'est les réponses que l'on va apporter aux professionnels, et on s'entend en équipe de direction pour leur apporter systématiquement les mêmes réponses. La cohérence de l'équipe de direction, elle est essentielle. Et le projet managérial, c'est le regard que l'on pose sur nos professionnels. Alors, il est assez simple. On part tous du principe que nos professionnels et que les professionnels du médico-social effectuent un travail extrêmement difficile. Ce sont des professionnels qui sont confrontés toute la journée, tous les jours, à la souffrance, à la mort, au handicap, à la misère sociale, et ainsi de suite. C'est quelque chose en fait que l'on se rappelle très régulièrement en équipe de direction pour ne pas justement banaliser en fait notre travail et pour comprendre en effet que l'on ne peut pas faire autrement qu'adapter nos conditions de travail quand on sait ô combien ce travail est difficile.
Et j'ai dit volontairement médico-social et social parce que l'on rencontre ça dans les autres champs, hein, pour le coup, de notre secteur. Donc prendre le risque, pour le coup, d'uniformiser nos organisations, d'aller vers, on parlait de Taylor hier, très clairement, l'organisation de nos EHPAD, c'est Taylor. Hein. Quand on demande à un soignant d'enchaîner 15 toilettes, excusez-moi, c'est Taylor. Moi, j'ai ces effectifs-là, hélas, hein, au sein de l'EHPAD. Les week-ends, en effet, les professionnels sont présents pour 15 résidents le matin, 20 résidents le soir. Un professionnel. Donc, voilà, on peut vite tomber dans quelque chose de l'ordre de l'organisation scientifique du travail. Et on voit que l'on a tendance à tendre vers ça si l'on est, pour le coup, de culture plus sanitaire, vraiment à tout, comme ça, jalonner, tout organiser, en limitant tout compte fait la fameuse latitude qui va développer le sentiment d'appartenance. Alors, grâce à ce projet managérial, on détermine des outils. Là, je vais vous présenter quelques exemples qui fonctionnent chez nous. J'ai mis qui fonctionnent presque tout le temps parce que nous avons également un SIAD qui est plus en difficulté que l'EHPAD. La question tout d'abord du jour de repos fixe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les professionnels qui travaillent le week-end ont un jour de repos fixe dans la semaine et ils le choisissent. On réévalue ça chaque année en juin, généralement en fin d'année, parce que les salariés, les enfants vont rentrer à l'école l'année suivante, par exemple, alors qu'ils n'y étaient pas. Enfin, voilà, on se calque en fait sur le rythme scolaire pour justement adapter le planning justement aux possibilités le plus souvent des mamans. Donc on détermine pour le coup le jour de repos fixe pour l'ensemble des professionnels. Ça permet de couper et ça permet de s'organiser en dehors du temps de travail. On sait par exemple, on l'a vu pour Fatima, Fatima sait qu'elle ne travaillera jamais les mardis, jamais, et elle sait aussi que nous ne l'appellerons jamais les mardis. On fait tout pour ne pas la déranger ce jour-là et pour ne pas la solliciter si l'on a un besoin. Deuxième outil, les plages horaires supérieures à 7 heures. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. On ne l'uniformise pas, c'est-à-dire que l'on ne va pas, par exemple, sur des plannings en 10 heures, avec un roulement, vous savez, 30-40. Hein, c'est le roulement classique que l'on connaît pour les plannings en 10 heures. Pourquoi ? Parce que certains professionnels, tout simplement, ne pourraient pas le tenir, ce rythme-là. Et surtout, ça rend très difficile la mise en place du fameux jour de repos fixe. Donc, on en a qui sont à 10 heures et qui ont ce roulement 30-40. Mais en fait, on a plusieurs formes de roulement dans un seul et même planning. Troisième outil, le choix de la plage horaire. Là aussi, on demande aux professionnels, est-ce que vous préférez travailler les matins ou les après-midi ? Ça permet de s'adapter au rythme des professionnels. Je ne suis pas en train de vous dire que l'on arrive, pour le coup, à atteindre tout ce que les professionnels souhaitent. Hein. C'est-à-dire qu'on hiérarchise leurs demandes. On hiérarchise leurs demandes. On a des professionnels qui vont nous dire, en semaine, je préfère être du matin, le week-end, je préfère être de l'après-midi. Vous voyez ? Ce dont on se rend compte, parce que je pratique ça donc depuis à peu près une quinzaine d'années, je l'avais mise en place en maison d'enfants à caractère social, pas très loin d'ici, à Metz, vous voyez, où j'avais travaillé pendant 10 ans, et ensuite je l'ai mis en place dans le polyhandicap. Systématiquement, en fait, ça a fonctionné. Et ça a pu fonctionner pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que l'on imagine, les demandes des professionnels sont toutes, tout compte fait, très différentes. En fait, tout le monde ne voulait pas le mercredi en jour de repos fixe, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer. On a même eu des jeunes mamans très honteuses, on dit non, je préfère avoir un jour pour moi, pas le mercredi. Surtout pas. Et donc ça, pour le coup, on s'en rend compte lorsqu'on les questionne. Sur les autres outils mis en place, les congés. Bien entendu, vous mettez tous en place des congés. Bon, ça c'est logique, c'est obligatoire. Nous, la règle que l'on a mise en place sur les congés, c'est que tous les congés qui sont posés dans un délai de 15 jours sont obligatoirement acceptés. Systématiquement. C'est-à-dire que ça oblige les chefs de service, les cadres, à trouver une solution. Et moi, j'estime en tant que directeur, et c'est un peu dur pour eux, qu'en 15 jours, ils ont le temps de trouver la solution. Voilà. C'est exigeant à l'égard des cadres, hein, j'en suis totalement d'accord. Ce n'est pas quelque chose que l'on arrive à mettre en place du jour au lendemain, mais il paraît logique que les salariés puissent aussi, pour le coup, se projeter en projetant tout simplement leur congé. Là aussi, on établit quand même des règles sur les périodes de vacances scolaires ou sur le mois d'août, par exemple, en prenant en compte ceux qui ont pu avoir le mois d'août précédemment, et ainsi de suite. Autre outil, les projets pro.
Chaque professionnel exprime son projet pro lors des entretiens annuels. On part du principe que tous les professionnels ont un projet pro. Tous, même celui qui va vous dire, écoutez, je ne sais pas, non, je suis plutôt bien ici. La question c'est, est-ce que vous serez toujours bien ici dans 10 ans? On a assez peu de professionnels qui arrivent à faire toute leur carrière au sein d'un EHPAD. Hein, on le sait, au sein d'un EHPAD ou même d'un SIAD. D'où la nécessité de réfléchir systématiquement, chaque année avec eux, à des possibilités d'évolution professionnelle, de mobilité, de formation, de reconversion. Ça, on le refait chaque année avec eux en partant du principe, j'y reviens, qu'ils ont tous un projet pro. On recherche la meilleure rémunération possible. Pareil, alors on est coincé sur les aspects relatifs à la rémunération, on le sait. La meilleure rémunération possible, c'est être payé pour le travail que l'on doit faire et pas plus. Hélas, on peut avoir le sentiment que l'on n'est pas bien payé, y compris nous, en tant que cadre, dès lors que l'on va ressentir une surcharge de travail. Il y a vraiment un lien entre surcharge de travail et sentiment de ne pas être bien payé. Quand est-ce que nos professionnels ressentent des surcharges de travail? Vous avez tous connu ça, 6h30 du matin, le téléphone sonne, je ne peux pas venir, j'ai la gastro. Ah, mince. Il nous manque un soignant, pour le coup, au pied levé. On essaye de trouver un remplaçant. Si on ne le trouve pas, eh bien, les professionnels en poste vont avoir ce sentiment de surcharge. Ce que l'on a réussi à faire pour compenser ce sentiment de surcharge, c'est que l'on valorise toutes les heures effectuées en sous-activité de 25%. Donc, si on est en sous-effectif, parce qu'il manque un collègue, 1 heure vaut 1 heure et quart. On a, grâce à ça, réussi, pour le coup, à éliminer 2 choses. La première, en effet, c'est ce sentiment d'être en surcharge, pour le coup. On l'a beaucoup moins parce que la surcharge, elle est reconnue. Soit on est payé, soit on récupère. Pour le coup, c'est 25% en plus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'on n'en veut plus au collègue qui est absent. Alors que c'est un sentiment pénible que l'on pouvait ressentir lorsqu'un collègue était absent. C'est-à-dire qu'on lui en veut d'être en surcharge. Grâce à cela, pour le coup, on lui en veut beaucoup moins. Autre point, l'acceptation des demandes de réduction de travail. On les accepte toutes. On les accepte toutes. Pourquoi? Parce que la présence du salarié, même à temps partiel dans l'établissement, a plus de valeur que son départ. Par contre, même si, là aussi j'y reviens, en termes d'organisation, c'est extrêmement compliqué à mettre en place, même si au bout d'un certain temps, quand même, on arrive à prendre un rythme qui nous permet d'organiser facilement les choses. Ne serait-ce qu'en étant attractif grâce à ça. Tout compte fait, on arrive à avoir le personnel qui compense, pour le coup, ces organisations. Eh bien, par contre, si vous avez un professionnel qui n'est pas dans la dynamique que vous espérez, si vous souhaitez que ce personnel parte, enfin, ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé, en effet, ne cédez pas à ces demandes-là et la personne, elle partira. C'est aussi des outils qui vous permettent en fait de vous faire votre équipe. Autre outil, l'échelle d'évaluation de la forme au travail, et c'est le dernier outil que je vais vous présenter. C'est une échelle en fait que l'on a mise en place dans l'établissement et qui nous permet en fait d'objectiver le sentiment de forme ou le sentiment de fatigue. Alors moi je l'utilise cette échelle-là par exemple les vendredis avant les week-ends. Je vais voir les professionnels pendant les transmissions et je dis allez, vous vous sentez comment? Les professionnels qui me disent je suis au niveau 1, 2 ou 3, je sais que je vais pouvoir compter sur eux si j'ai justement un collègue qui s'absente. Parce que ça signifie ça, dans les faits. Quand les collègues me disent non, je suis au niveau 4 ou au contraire je suis au niveau 7, 8, 9, là non, pour le coup. Je vais les laisser tranquilles, mais en plus, je vais essayer de trouver des jours de repos pour eux. En fait, ça permet aux professionnels d'objectiver leur état de forme sans forcément s'épancher sur ce qui leur arrive. Donc c'est assez intéressant comme outil. Chez nous, ça marche bien. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, si vous voulez, j'ai mis à la fin de mon diaporama mon mail. Comme ça, vous pourrez le noter. Je pourrai vous envoyer mon diaporama, si vous le souhaitez. Donc, le numéro 10, il est rigolo. Je pète la forme, mais je ne veux pas dépanner. Ah oui. Quand quelqu'un me dit qu'il est au numéro 10, moi je me dis qu'il n'a plus rien à faire dans l'EHPAD. Et oui, c'est un piège. Pour le coup, c'est terrible.
C'est terrible. Mais en effet, on doit tous être dans la même dynamique. On doit développer un sentiment de solidarité dans la structure. Alors bien entendu, s'il le dit en rigolant, allez, je le garde. Mais néanmoins, ça reste quand même un bon indicateur, c'est-à-dire que l'on peut avoir en effet dans une équipe une personne qui croise les bras et qui, pour le coup, va à contre-courant de ce que vous tentez d'impulser. Ces personnalités-là, elles sont extrêmement difficiles à gérer pour un chef de service et ça peut démobiliser un ensemble. Donc il faut tenter justement là aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de les repérer pour les emmener à aller travailler ailleurs. Alors, quels sont pour le coup les résultats de cette approche managériale? Donc déjà, on effectue tous les 2 ans une enquête RPS. On l'effectue tous les 2 ans. Elle est mandatée par les délégués du personnel à ma demande, c'est-à-dire que j'ai demandé aux délégués du personnel de me la demander. Maintenant, ils me la demandent systématiquement, pour le coup. Elle est faite par quelqu'un d'extérieur, et c'est les délégués du personnel qui traitent les résultats. C'est assez simple. Sur le niveau de satisfaction des professionnels quant à l'organisation de leur travail et leur autonomie, on est passé d'un taux de satisfaction de 30% en 2017 à 94,65%. Sur la compatibilité planning pro et perso, notre sujet d'aujourd'hui, 97,4% des professionnels, tous services confondus, estiment que leur planning est compatible avec leur organisation personnelle. Le turnover, on est passé d'une moyenne de 24,36% à 7,87%. 7,87% sur les 3 dernières années, donc qui comprend la crise sanitaire. Vous voyez, actuellement, on a un turnover qui est en deçà de 5%. Et enfin, les arrêts maladie de courte durée, c'est-à-dire les arrêts maladie inférieurs à 6 jours, qui sont, on le sait aussi, des arrêts réactionnels à certains moments qui permettent aux professionnels d'exprimer un mal-être quant au climat social, par exemple. Ils ont diminué de 41% sur les 6 derniers exercices. Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup Pascal. Je sens que dans la salle, il y a à la fois de l'admiration et en même temps de la crainte de se dire est-ce que nos employés vont partir chez vous? Tellement c'était effectivement assez bluffant en termes de résultats. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une personne effectivement au milieu. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur le repos fixe, en fin de compte, que vous mettez en place, parce que toutes les démarches que vous avez prises demandent une sacrée souplesse de l'organisation, du coup. Est-ce que ça n'a pas créé des frustrations, ce jour fixe, justement, par ceux qui ne l'ont pas eu, en fait? Bien sûr. Alors, ils l'ont tous. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on leur transmet donc une fiche de souhait où ils doivent mettre leur première demande et un second jour au cas où la première demande, pour le coup, on ne puisse pas le leur proposer. On établit ensuite les plannings en fonction de cela et on donne à chaque professionnel son planning. On ne donne pas à l'ensemble des professionnels le planning de tout le monde. Pourquoi ? Parce que d'emblée, ils vont se comparer aux collègues quand l'on va donner le planning, et certains d'entre eux vont avoir le sentiment qu'ils ont moins que le collègue, même si ce n'est pas forcément la réalité, parce que l'on a accédé à leurs désirs. Je peux vous assurer que ça fonctionne bien, et que l'on a tout compte fait peu de personnes qui demandent le même jour de repos fixe. Pour l'équipe soignante, les AS, AMP, ils sont 16 dans la même équipe. Pour le coup, on a réussi à trouver un très bon équilibre avec ceux qui ne voulaient que le mercredi, et tout compte fait, les plus jeunes qui souhaitaient par exemple le vendredi ou le lundi pour avoir des grands week-ends. Donc on se rend compte en effet qu'ils ont des demandes, tout compte fait, très différentes, et généralement on y arrive à y accéder. Si un collègue a son deuxième choix mais pas le premier, il aura forcément l'année suivante son premier choix. Ça aussi, ça fait partie des règles en fait, que l'on donne dès le début. Bonjour, je suis directrice d'INSIAD.
Donc les difficultés et ce que vous proposez là fait rêver, mais quand je vois le planning et les difficultés à le gérer au quotidien, ça fait rêver et ça fait peur. J'ai beaucoup de temps partiel. Ma question, c'est comment vous composez avec le droit du travail et les restrictions qu'il impose aujourd'hui. C'est ça la plus grosse difficulté que je vois sur l'idée de mettre ce type d'organisation dans mon établissement. Comment vous arrivez à gérer ça? Avec les contraintes du droit du travail? Avec les temps partiels, oui. Avec les temps partiels? Alors, c'est-à-dire plus précisément? Alors, par exemple, rajouter du temps par rapport au temps qu'ils exercent, Oui. parce que là, votre planning, une fois qu'il est posé, pour les temps partiels, il est contractuel. Comment vous arrivez à réorganiser les choses quand il y a une nécessité, un besoin? Bien sûr. Alors, on n'a peut-être pas la même convention, pour le coup. Nous, on est toujours, en effet, on respecte toujours le droit conventionnel. Voilà, on est totalement dans les clous. Pour un temps partiel, par exemple, qui ont des plannings aussi, donc fixes, avec des jours de repos fixes comme les autres collègues, s'ils sont amenés à travailler plus dans le cadre de 30% de leur temps de travail initial contractuel, on peut le faire, pour le coup, sans toucher au contrat. Le cas échéant, on fait des avenants au contrat de travail, tout simplement. Tout simplement. En fait, tout simplement, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais voilà, c'est pas une question qui nous coince. En tout cas, la seule difficulté que nous avons pour les temps partiels, c'est que nous ne pouvons pas les faire travailler plus que 34h30 par semaine. Voilà, là, on est coincé, pour le coup. D'autant plus qu'on est en cycle, on n'applique pas le principe de l'annualisation chez nous. J'ai répondu à votre question. Bien sûr, bien sûr. Bonjour. Est-ce que vous avez en plus la contrainte de la sectorisation? C'est-à-dire, est-ce que les professionnels sont affectés dans des unités de vie ou alors est-ce qu'ils bougent dans tout l'établissement? Alors, ils l'étaient à mon arrivée, ils ne le sont plus. C'est-à-dire qu'on part en fait sur un principe de mobilité sur l'ensemble de la structure. En effet, on a une partie EEPA qui accueille les personnes en situation de handicap vieillissant. Et on a une partie, pour le coup, EHPAD. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde va travailler partout, c'est-à-dire que l'on fait un planning général pour l'ensemble des professionnels. Là aussi, pour des questions de gestion du temps de travail, pour des questions de gestion de l'absentéisme, pour avoir plus de souplesse dans les organisations, permettre de la mobilité aussi entre les services. Et l'on a des services qui, physiquement, sont moins sollicitants que d'autres. Donc ça permet aussi à certains professionnels, des fois, de reposer un peu leur dos que de passer sur tel service ou tel autre service. Donc en tout cas, il y a de la mobilité chez nous entre tous les services. Et le contrat de travail prévoit, pour le coup, cette mobilité. Oui, alors juste si je peux faire une remarque par rapport à ce qui a été dit sur le droit du travail, effectivement, il y a la possibilité au niveau de l'accord Unifed, et vous en découlez tous, de faire les avenants complémentaires pour les temps partiels jusqu'à 34h30, puisque la jurisprudence est venue nous dire il n'y a pas longtemps qu'on ne pouvait pas aller au temps plein. Voilà, donc cette option elle est là. Et moi je voulais juste vous remercier parce que je trouve votre intervention excellente et bousculante. Et moi qui suis un juriste en droit du travail, vous posez des cadres effectivement de fonctionnement qu'on ne pense pas possible à transposer. Et vraiment, bravo. Merci. J'aurais également une question, Pascal. Je grille la priorité à personne. Si, monsieur, pardon. Bonjour. Votre idée de valoriser de 25% lorsqu'il y a une absence, je trouve ça vraiment super. Mais d'un point de vue très pratico-pratique, comment vous arrivez à le flécher et flécher les salariés qui ont remplacé? Puisque j'imagine que ça ne concerne pas tous les salariés, mais seulement quelques salariés d'un service. C'est ça. Alors, ça concerne en fait tous les salariés du même service parce qu'ils travaillent tous, en effet, comme je le disais tout à l'heure, ensemble. C'est-à-dire qu'une absence va avoir une répercussion sur l'intégralité du service. Lorsqu'il manque, par exemple, une aide-soignante, en effet, toutes les aides-soignantes vont forcément avoir un peu plus de travail en plus.
En fait, je leur demande de noter sur leur planning horaire du temps de travail supplémentaire, tout simplement. On n'est pas là, pour le coup, dans les clous, hein, parce que l'on va avoir des heures de départ ou des heures d'arrivée différentes de la réalité. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen, tout compte fait de le valoriser, donc on le note de cette façon-là. Et en effet, dans ces cas-là, donc 1 heure vaut 1 heure et quart. Alors, ma question, c'était, vous avez mis en place une démarche globale. Si vous deviez donner une recommandation pour commencer à mettre en place ce type de démarche, selon vous, il faudrait commencer par quoi? Il faut commencer par, je pense, se faire son équipe de direction. Je pense qu'il faut avoir des collègues avec lesquels on est en confiance, avoir des collègues avec lesquels on partage les mêmes valeurs et voilà, qui vont mettre leur propre équilibre vie pro, vie perso un peu entre parenthèses, hein, vont d'abord servir celui de leur personnel pour qu'ensuite le leur soit servi, pour le coup. Parce que lorsque l'on arrive à atteindre ensuite ces équilibres-là au niveau des établissements, c'est le cas pour nous au niveau de l'EHPAD, pas du SIAD. On a plus de difficultés au niveau du SIAD. Mais nous y avons réussi au niveau de l'EHPAD. Et bien très clairement, c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui avec vous. C'est le premier congrès de la FNADEPA que je fais en 5 ans. J'osais pas encore jusqu'alors vraiment même sortir de la structure parce qu'on n'était pas encore prêt. J'avais le sentiment que nous n'étions pas encore prêts. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Bonjour, moi j'ai une question juste pour le jour de repos fixe. Étant donné le turnover de mon personnel, comment vous arrivez à leur laisser leur jour fixe avec les remplacements? Alors, justement, notre turnover a sacrément diminué, on n'en a quasiment plus, pour le coup. On n'en a quasiment plus. C'est-à-dire que quand on l'a mis en place, au début, c'était un peu compliqué parce que ça tournait davantage, mais grâce notamment à cette mesure-là, avec la possibilité de savoir que ce jour-là, par exemple, on va pouvoir se reposer ou s'organiser, personnellement, ça a diminué l'absentéisme. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous.